Bonjour, je m'appelle Stéphane Jacquet, je suis directeur de recherche à l'INRA. Je travaille à Thonon-les-Bains, sur les grands lacs alpins, ce sont les lacs d'Annecy, du Bourget et du Léman. Je m'intéresse à l'écologie des micro-organismes aquatiques au sens large, et notamment aux virus, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors les virus, ce sont des entités biologiques que l'on a découverts ou redécouverts à la fin des années 80. On sait aujourd'hui qu'ils sont très importants dans le fonctionnement des écosystèmes. Et c'est vrai que la question qui porte sur leur abondance est très importante parce qu'effectivement, ils sont très abondants. Alors on va mettre quelques chiffres là-dessus pour vous donner un ordre d'idée, quel que soit l'écosystème aquatique que l'on considère, donc la mer, les estuaires, les océans, les lacs, on compte 10 millions à peu près de particules virales, de virus par millilitre. Donc c'est évidemment gigantesque. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 milliards à 100 milliards de virus par litre. C'est déjà plus que le nombre d'habitants sur notre planète, que dans un litre d'eau. Donc c'est gigantesque. Pour donner peut-être d'autres chiffres, pour que ça soit un peu parlant, pour vous donner un ordre d'idée, quand on considère la galaxie, le nombre d'étoiles dans la Voie lactée, c'est 10 puissance 23 étoiles. Eh bien, les virus, à l'échelle de l'océan global, c'est 10 puissance 30 virus, c'est 10 millions de fois plus. Imaginez qu'on les mette les uns derrière les autres, à la manière d'un collier de perles, ça ferait 10 millions d'années-lumière. Donc c'est gigantesque, ça ferait à peu près 100 fois le diamètre de notre Voie lactée. Donc voilà, donc l'abondance c'est considérable. Retenons ce chiffre, à peu près 10 millions de virus par millilitre. Alors en fait, on devrait dire les rôles, parce qu'il y en a plusieurs. Un virus, c'est un parasite obligatoire des cellules. Donc il faut qu'il trouve un hôte qu'il va infecter pour pouvoir se multiplier. Alors il faut imaginer, le virus, il cherche entre guillemets une cellule hôte qu'il va infecter. Et quand il va l'infecter, qu'est-ce qui va se passer? Il va créer de nouveaux virus à l'intérieur de cette cellule, et pour que ces virus sortent de cette cellule, pour se retrouver dans l'environnement, eh bien, ils vont devoir éclater cette cellule. Donc évidemment, le premier rôle, c'est la mortalité. Évidemment, les virus, ce sont des parasites qui vont entraîner la mort potentielle de leur hôte. Donc ça veut dire que ça régule les communautés du point de vue de leur abondance. Donc là, on a un premier rôle fondamental, c'est le rôle de mortalité. Quand on a ces particules qui se libèrent dans le milieu, avec une cellule qui explose, une cellule qui éclate, il faut imaginer que ça libère beaucoup de matière. De la matière organique qui peut être particulière ou dissoute. Et cette matière, eh bien, ça rentre dans le grand cycle biogéochimique, des nutriments qu'on va retrouver dans les écosystèmes et qui peuvent être utilisés par d'autres micro-organismes qui, eux, n'étaient pas infectés. Donc là, on a quelque chose qui est aussi très important, c'est qu'on a une manne nutritive qui est remise à la disposition du système. Donc on a, premier rôle, on va dire la mortalité. Ça joue sur l'abondance des communautés, l'abondance des populations, leur succession. Après, on a cette notion de remise à disposition de la matière, de l'énergie, des nutriments. Donc ça, c'est très important. Et ça rentre dans tout un cycle de processus qu'on va appeler la pompe biologique, les grands flux de carbone, etc. Troisième rôle aussi important, on peut imaginer qu'à partir du moment où ces virus effectivement vont tuer des cellules, eh bien, ils régulent aussi la diversité des communautés. Si je suis un virus et que je cible une population en particulier, on peut imaginer que ça profite aux autres. Et donc, évidemment, par ce jeu des interactions entre ces différents compartiments, eh bien, ça joue sur la diversité globale du système. Donc là, on a encore un troisième rôle fondamental. Et tout ça est lié, en fait, à un processus qui est, en fait, un cycle de reproduction, qui est le cycle de reproduction lytique des virus, où, effectivement, ils infectent, ils tuent, ils lysent les cellules, et donc, ils interviennent là-dessus. Après, il y a un autre processus qui est intéressant, c'est le processus lysogénique. Donc cette fois-ci, je vais intégrer la cellule, mais je ne vais pas l'exploser, je ne vais pas la tuer, je vais m'intégrer à son génome, et en fait, je vais vivre avec elle parce que les conditions souvent environnementales me sont défavorables, et donc j'ai tout intérêt à rester dans la cellule et attendre des conditions favorables pour après me reproduire et éventuellement la lyser. Et ce faisant, en restant dans la cellule, en fait, je modifie un peu son caractère physiologique, je modifie un petit peu son phénotype, voire son génotype. Et donc là, il y a aussi des choses qui interviennent sur donc la diversification des communautés. Je lui transfère aussi potentiellement des résistances. Je peux aussi lui conférer de la toxicité. Un très bel exemple, c'est le Vibrio cholerae. Donc le choléra, c'est une bactérie qui est, on le sait, pathogène. Eh bien cette bactérie, elle n'est pathogène que parce qu'elle a intégré un virus dans son génome. Voilà, donc ça fait encore des rôles potentiels. Je pense qu'il y en a plein d'autres, mais peut-être que ça viendra sur les autres questions. Alors les différents processus que l'on vient d'évoquer,
On peut aussi mettre quelques chiffres là-dessus, de manière un peu plus précise, pour donner un ordre d'idée. À l'échelle journalière, par exemple, on estime aujourd'hui qu'entre 10 à 40% de l'ensemble de la biomasse des bactéries va être lysée tous les jours par une action lytique virale. Donc ça veut dire quand même qu'on a un pourcentage très important qui va mourir et puis créer cette manne nutritive. Quand on a un bloom phytoplanctonique, donc il faut imaginer donc, ces microalgues qui se développent un peu en masse, et quand elles sont déclinées par une action lytique virale, c'est quasiment 100% qui est détruit. Et ça va très vite, quelques heures à quelques jours. Ce nombre d'infections, à l'échelle de l'océan global, c'est 10 exposant 23 infections par seconde. C'est 10 exposant 28 virus produits tous les jours, à l'échelle de l'océan global. Ça donne aussi une idée voilà, de l'énorme quantité associée à cette action lytique virale. Pour donner encore un autre chiffre, eh bien, on peut estimer que le relargage du carbone qui est associé à cette destruction en masse des cellules, c'est entre 5 à 55 à peu près millions ou centaines de millions de tonnes de carbone qui est annuellement remis dans le système. Donc on voit encore une fois là toute l'importance de cette action lytique. Donc voilà quelques chiffres pour situer encore une fois l'importance quantitative et fonctionnelle de ces virus à l'échelle globale. Alors les avancées récentes au sujet des virus marins, on peut dire qu'il y en a plusieurs. Bon, déjà, ce qu'il faut peut-être noter de prime abord, c'est que l'écologie virale, c'est une science qui est relativement jeune, ça a moins de 30 ans. C'est qu'à partir de la fin des années 80, début des années 90, qu'on met des chiffres un peu précis en disant qu'ils sont très abondants, et les 2 décennies qui vont suivre vont montrer effectivement qu'ils sont abondants partout et qu'ils ont des rôles fonctionnels potentiellement importants, et puis petit à petit qu'on va démontrer. Mais peut-être que parmi les avancées vraiment qui sont un peu pertinentes ces dernières années, c'est l'incroyable diversité de ces virus, puisqu'on a effectivement découvert, notamment avec les nouvelles technologies dites omiques, de séquençage à haut débit, que l'on a étudié un peu partout à l'échelle de la planète. Ce qu'on a découvert, c'est qu'effectivement, il y avait une diversité insoupçonnée de ces virus, et on en découvre tout le temps des nouveaux. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on va prélever quelque part, et que l'on trouve des séquences virales, généralement entre 60 et 90% de ces séquences sont inconnues des bases de données et potentiellement cachent des nouveaux virus. Donc c'est gigantesque. Vous avez sûrement entendu parler de Tara Océan, cette fameuse expédition circumpolaire et puis autour du globe. Eh bien, l'année dernière, en 2015, la revue Science a publié un certain nombre de publications en lien avec cette fameuse expédition, et notamment sur cette diversité virale qu'ils ont prélevée un petit peu partout. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'effectivement, ils ont ramené une diversité incroyable, insoupçonnée, et aujourd'hui, on sait qu'il y a probablement plusieurs dizaines de milliers de virus différents, alors qu'avant, on n'en connaissait que quelques dizaines qui étaient caractérisés et bien connus. Donc déjà, ça donne un ordre d'idée, et donc on est toujours en train d'en découvrir des nouveaux. Et souvent, en fait, on les découvre dans des compartiments qui sont bien ciblés. Ce sont des virus du phytoplancton ou des virus de bactéries. Il y a un compartiment qui est très peu connu, c'est les virus des archées, qui est ce 3e domaine de la vie que l'on sait maintenant est très important, qui n'est plus caractéristique des milieux un peu extrêmes comme on l'a cru pendant très longtemps. Et là, il y a tout un pan encore à découvrir, et on imagine que là, on va découvrir aussi beaucoup de choses encore dans les années à venir. Donc dans les avancées, il y a vraiment cet aspect diversité qui est très importante. Parmi les choses qui ont été aussi montrées ou démontrées et qui sont vraiment très intéressantes ces dernières années, c'est que en fait, ces virus, en fait, ils ont en eux des gènes qui sont en fait, on va dire, auxiliaires, qui leur servent pas directement, mais qui sont très intéressants malgré tout à étudier et qui vont leur servir quand ils vont attaquer ou en tout cas pénétrer une cellule hôte. Alors, je m'explique. Un virus, a priori, il n'a aucune raison d'avoir des gènes qui font de la photosynthèse. C'est a priori bizarre. À part qu'ils en ont. Alors c'est notamment le cas des cyanophages, donc les virus qui attaquent et qui sont spécifiques des cyanobactéries. Ils ont en eux ces gènes métaboliques auxiliaires qui font de la photosynthèse. Et pourquoi? C'est très simple en fait. On a découvert qu'ils ont, il y a très longtemps, à l'échelle de l'évolution, emprunté ces gènes à leurs cellules hôtes. Ils ont gardé en eux. Pourquoi? Parce que quand ils vont aller infecter leurs cellules hôtes, il faut imaginer qu'ils vont un peu chambouler quand même le métabolisme de cette cellule, qui va arrêter son activité photosynthétique pour se protéger et faire autre chose. Eh bien, eux, ils vont faire marcher ces gènes-là, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le relais pour que la cellule, elle reste en vie le plus longtemps possible pour bien utiliser son métabolisme et bien se reproduire, bien se développer, bien l'éclater et voilà, finir leur reproduction.
Et donc c'est vrai pour les gènes de photosynthèse, c'est vrai pour des gènes d'acquisition des nutriments. Et puis voilà, on découvre ces gènes fonctionnels qu'ils ont empruntés aux cellules à un moment donné et qu'ils utilisent à leur fin. Donc ça, c'est aussi une avancée majeure parce que ça a été très étonnant de trouver ces gènes de prime abord dans ces virus. Maintenant, on a une explication rationnelle pour le faire. Autre avancée majeure très intéressante, à l'échelle océanique, il y a un organisme photosynthétique qui est le plus abondant de la biosphère, qui s'appelle Prochlorococcus. C'est une petite cyanobactérie qui fait moins de 1 micron en diamètre et qui est très 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 abondant. C'est l'organisme photosynthétique prokaryote le plus abondant de la biosphère. Et lui, on sait qu'il est un peu régulé aussi par des actions lytiques virales. Et en fait, il a des moyens de se défendre. Les cyanobactéries souvent se défendent très très bien des attaques lytiques virales. Et effectivement, il y a plusieurs phénomènes de résistance qui se mettent en place, mais ce qui a été découvert très récemment, et ce qui est très marrant, c'est que cet organisme-là, il est capable de produire des petites vésicules membranaires. Donc il faut imaginer qu'il utilise ces membranes, elles forment des vésicules qu'elles vont produire à l'extérieur de la cellule. Un petit peu comme ces avions de chasse qui lâchent des antimissiles, quand des missiles les attaquent, ils font des leurres en fait. Eh bien c'est exactement la même chose. Cet organisme-là, il peut produire 1 million de vésicules par millilitre à peu près. Une cellule peut en produire 1 million. Et les virus vont aller s'absorber sur ces vésicules. Et en fait, c'est une zone qui n'est pas très intéressante pour eux, puisque c'est pas la cellule en elle-même. Et donc la cellule, elle se protège en créant ces vésicules. Et donc ça, c'est aussi une avancée qui est majeure, parce que non seulement ces vésicules, on sait qu'elles jouent un rôle dans la communication, mais aussi dans la protection, dans la résistance de ces cellules aux attaques virales. Et cette notion de résistance, elle est très importante, parce qu'on a découvert, alors cette fois-ci c'est un peu moins récent, aussi d'autres capacités qu'ont les organismes planctoniques à se protéger des attaques virales. Et je veux donner un deuxième exemple, parce qu'il est vraiment marrant, il fait intervenir en fait le sexe. Alors pourquoi? Il y a un organisme qui s'appelle Emiliana Huxley, c'est un coccolithophoridé, un organisme qui est capable de faire des blooms, des efflorescences qu'on voit de l'espace, donc ça peut faire vraiment ça peut produire des biomasses très importantes. Et lui, on sait que c'est un organisme qui est vraiment très assujetti à des attaques lytiques virales qui vont potentiellement le décimer, décliner sa population. La parade de ça, c'est d'avoir deux formes. J'ai une forme qui est diploïde et une forme qui est haploïde. Donc j'ai ma cellule qui peut se présenter sous deux formes différentes. Et en fait, on a découvert que la forme haploïde, asexuée, elle est invisible en fait au virus. C'est-à-dire que quand il y a une attaque lytique virale de la population majoritaire diploïde, elle est capable de fabriquer une partie haploïde, une partie donc asexuée, on va dire, et les virus ne la voient pas. Elle est invisible au virus, et c'est un moyen, tout simplement, eh bien, de résister, de perdurer, et de s'échapper de l'attaque virale. Oui, effectivement, on a découvert aussi ces dernières années, dans cette diversité, des choses relativement incroyables. Alors, première chose, c'est pendant très longtemps, on a cru que les virus étaient majoritairement représentés par des virus à ADN double brin. En fait, dans ce monde viral, on trouve toutes les catégories de génomes possibles. De l'ADN double brin, simple brin, de l'ARN simple brin, double brin, et dans les ARN aussi différentes formes. Il y en a 7 ou 8 différentes, qui en fait est une classification connue, on appelle ça la classification de Baltimore. Ceci dit, donc on a longtemps cru, parce qu'en fait on décrivait morphologiquement ces virus, parce qu'on les observait essentiellement par microscopie électronique, avant l'avènement de tout ce matériel lié au séquençage massif, et des capacités liées au séquençage. Donc le fait que c'était surtout des ADN double brin qui étaient caractéristiques et représentatifs de ces virus. Aujourd'hui, on se rend compte que les virus à ADN simple brin ou à ARN, qui sont beaucoup plus simples, généralement beaucoup plus petits, sont probablement majoritaires. Et donc c'est un pan qu'on a pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies, complètement laissé de côté. Et aujourd'hui, on découvre que ces virus sont très très importants, tant au niveau quantitatif que fonctionnel, et bien sûr en termes de diversité. Mais peut-être que ce qui est beaucoup plus intéressant à dire ici, c'est qu'on a découvert, maintenant ça fait faire une dizaine d'années, mais on en découvre régulièrement, ce sont ce qu'on appelle des gigavirus, des virus géants, et ils sont relativement incroyables dans le sens où ils peuvent être presque aussi grands qu'une cellule, c'est-à-dire que certains peuvent faire jusqu'à 0,5 microns en diamètre, ce qui est considérable pour un virus. On a plutôt l'habitude, dans la gamme de taille des virus, de les mettre plutôt dans la catégorie 50 à 100 nanomètres. Donc là, on parle de tailles qui sont 10, 100, voire 1000 fois supérieures. Donc c'est gigantesque. Et ces virus, on les a appelés mimivirus, mamavirus, ils ont des noms comme ça. Et le dernier qui a été découvert en 2013, publié récemment, en 2015, il s'appelle Pandoravirus. Et ce qui est incroyable, c'est que ce virus, il a 2500 gènes. Donc c'est
Certaines cellules n'en ont que 5 ou 6. Donc c'est relativement incroyable de voir que ces virus, qui normalement sont des parasites obligatoires des cellules, sont obligés d'utiliser la machinerie cellulaire pour se reproduire, ont autant de gènes qui sont potentiellement ou véritablement fonctionnels. Et on va tout trouver, de l'ARN, de l'ADN, des choses qu'on trouve dans les cellules, évidemment, comme ces gènes auxiliaires qu'on a parlé tout à l'heure. Et donc ça remet en cause beaucoup la notion de définition de ce qu'est la vie également. Pourquoi? Parce que on peut se poser la question de savoir pourquoi une bactérie qui va faire, par exemple, des spores pour s'enterrer dans le sédiment et attendre des conditions favorables pour finalement se développer, serait beaucoup plus vivant qu'un virus qui a autant de gènes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que ces virus géants, on a découvert qu'ils sont eux-mêmes infectés par d'autres virus. Donc ça, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que les virus peuvent être malades. Ils peuvent être infectés par des petits virus. Le premier qui a été découvert, avec Mimivirus, donc Mimivirus c'est le virus géant, on l'appelait Spoutnik. Il tourne autour, et puis à un moment, effectivement, il arrive à attaquer et à lyser, effectivement, ce virus. Et les virus géants, généralement, ils ont effectivement ces petits virus qui leur sont associés, qui leur sont spécifiques et qui peuvent aussi donc les décimer. Donc un virus peut être malade. Donc pourquoi ne pourrait-on pas dire qu'il est donc vivant? Et donc voilà, il y a des gens, il y a vraiment un débat, et ce débat à la fois scientifique, philosophique, il est intéressant parce qu'en plus il a lieu en France. Il y a deux grandes écoles qui s'affrontent, parisiennes, marseillaises, avec des arguments qui se valent dans les deux sens, donc c'est très très intéressant. Et certains aimeraient en tout cas que, de la même manière qu'on parle du grand arbre de la vie où il y a les eucaryotes, les archées et les bactéries, eh bien il y a une quatrième branche qui représente ces virus. Alors les virus en milieu aquatique sont majoritairement infectieux de micro-organismes. En fait, on sait que les virus qu'on va trouver dans les milieux aquatiques, ce sont généralement des virus qui vont infecter majoritairement les bactéries, le phytoplancton, les archées, donc caractéristiques des micro-organismes, donc c'est vraiment les virus de microbes. Donc la question de savoir s'ils pourraient être infectieux pour l'homme, elle est un peu saugrenue parce qu'il n'y a a priori aucune raison. Ceci étant dit, on a vu qu'avec la grippe aviaire, la barrière justement entre espèces, elle est relativement ténue. Et donc, effectivement, une publication a montré récemment, ça a été publié dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines, c'est une revue quand même qui est très cotée, très importante, que certains virus, en tout cas certaines séquences de virus de microalgues, se retrouvaient dans le tractus respiratoire humain. A priori, il n'y a rien à faire ici, mais effectivement, on retrouve ces séquences virales et donc une présence potentielle de ces virus chez l'homme. L'isolement de ces virus est utilisé expérimentalement sur des souris, a démontré que ça avait potentiellement effectivement un impact sur les capacités cognitives de la souris. On a donc effectivement des virus environnementaux issus de milieux aquatiques. Là, en l'occurrence, c'est des séquences associées à des virus d'algues microscopiques issus d'eau douce, en tout cas apparentées, effectivement peuvent avoir un impact potentiellement négatif sur un vertébré supérieur comme la souris. Donc effectivement, c'est une question maintenant qui est un petit peu de plus en plus posée à la communauté scientifique, de savoir est-ce que ces virus, a priori sans danger, endémiques à des milieux aquatiques, spécialistes de microbes, pourraient quand même avoir des impacts positifs ou négatifs sur la santé humaine. Et on a effectivement là un exemple un peu précis qui laisse à démontrer qu'effectivement il peut y avoir un impact. À suivre. Quand on parle virus, je pense que pour les gens en général, virus égale maladie, égale mort, et plutôt un effet délétère et on va dire pas super. On se rend compte aujourd'hui qu'un écosystème qui a des parasites, c'est un écosystème sain. C'est-à-dire que les parasites, que ce soit des virus, des bactéries ou des eucaryotes qui sont des parasites, font qu'on a beaucoup plus d'interactions à l'échelle d'un écosystème, beaucoup plus de connectance en fait entre les différents compartiments. Et en fait, un écosystème sain, généralement, c'est un écosystème qui est parasité. Alors ça semble un peu paradoxal, mais effectivement, maintenant, c'est ce qu'on arrive à démontrer et à montrer. Alors en termes d'application, ceci étant dit, donc tout ça pour dire que dans le fonctionnement global des écosystèmes, ils sont très importants. On pourrait poser la question à l'envers en disant un écosystème sans virus, qu'est-ce que ça ferait? Quand on regarde l'océan, en fait, on sait aujourd'hui que si on enlevait de l'océan les virus, eh bien, on aurait probablement la production primaire qui serait en décroissance, on aurait moins de biomasse, on aurait moins de flux de carbone, etc. Donc on voit très bien qu'ils ont vraiment une importance dans le fonctionnement de l'écosystème et qu'ils ont plutôt un impact bénéfique que délétère.
Donc, à la question virus, ange ou démon, à l'échelle globale, on pourrait plus dire qu'en fait, ce sont des anges et pas des démons. Alors, en termes d'application, ça c'est intéressant, c'est que dans certains écosystèmes, parce qu'ils ont été un peu dégradés ou pollués, on peut avoir quelquefois des efflorescences algales. Et c'est notamment vrai en milieu marin avec certains dinoflagellés, certaines cyanobactéries, c'est encore plus vrai en milieu d'eau douce avec certaines cyanobactéries qui sont toxiques. Et il y a quelques années de cela, des gens ont imaginé de dire, puisque ces cyanobactéries peuvent être impactées, lysées par des virus, essayons de produire ces virus en masse, de les utiliser comme des agents biologiques contrôlant ces efflorescences. Et donc ça, c'est typiquement aussi ce qui a été imaginé, et en fait c'est un peu issu du domaine médical, quand on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que les maladies nosocomiales devenaient de plus en plus importantes au sein des hôpitaux, et qu'on avait ces multirésistances bactériennes aux antibiotiques, qu'il fallait trouver des solutions alternatives. Tout ça, en fait, tout ce que je viens de dire, en fait, on peut le regrouper sous un terme qui est ce qu'on appelle la thérapie phagique, c'est-à-dire utiliser des virus qui sont spécifiques de bactéries, par exemple pathogènes, ou qui sont délétères pour l'environnement, qui vont spécifiquement les tuer pour pouvoir, in fine, rendre plus sain l'écosystème en dégradant voilà, ces bactéries qui posent des problèmes. Donc en termes d'application, on peut en imaginer plein. Effectivement, utiliser ces virus à une fin de contrôle ou de régulation de communautés, de populations qui posent un problème au sein des écosystèmes. Après, il y a une question éthique. Savoir comment est-ce qu'on peut les utiliser, pourquoi, est-ce qu'il ne va pas y avoir d'autres effets qu'on ne contrôle pas, négatifs, etc. Et puis, il faut les produire en masse pour effectivement pouvoir les utiliser pour contrôler quelque chose. Donc il y a plein de questions aussi sur la faisabilité. Alors ceci étant dit, il faut quand même savoir que ça a été fait. Et il y a un exemple qui a été cité par un collègue il y a quelques années dans un colloque, qui est un collègue japonais. Et dans une baie au Japon, ils sont souvent assujettis à des efflorescences d'un dinoflagellé qui est toxique et qui pose des problèmes parce qu'il y a tout simplement de l'aquaculture dans cette baie. Et ce dinoflagellé, ben, évidemment, quand il contamine leur coquillage, ça devient impropre à la consommation humaine et ça pose évidemment des problèmes qui vont au-delà de l'écologie mais qui vont vers le domaine de l'économie. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que, partant de ce principe, à savoir que ce dinoflagellé, ils savent effectivement, ils avaient déjà isolé des virus qui lui étaient spécifiques et qui pouvaient le réguler et le tuer. Ils sont partis du principe que dans la baie, il y avait plein de virus potentiels qui pouvaient réguler cette population de dinoflagellés quand elle se développait. Ils ont pompé, avec des énormes pompes, des énormes tuyaux, le sédiment en fait, de cette baie, dans lequel ils ont fait le pari qu'il y aurait plein de virus dans le sédiment. Et ils ont, en fait, arrosé, entre guillemets, la baie, c'est-à-dire qu'ils ont pompé ce sédiment avec de l'eau et ils ont arrosé la baie en partant du principe que là-dedans il y aurait plein de virus et que ça allait réguler la population de dinoflagellés. C'est effectivement ce qui s'est passé. Et donc là on a vraiment eu un exemple concret en milieu naturel d'un contrôle par des virus d'une population qui était problématique pour des raisons à la fois écologiques et économiques. Donc voilà une application qui, on peut l'imaginer, est intéressante au niveau de l'environnement, mais sur évidemment des endroits qui sont un peu restreints et sur lesquels on peut faire ça, parce que ça a un coût. Et après, encore une fois, il y a des questions éthiques qui peuvent se poser. La thérapie phagique, donc là c'est quand on parle de virus, de bactéries, donc des bactériophages, il faut savoir que ça existe déjà. Hein. Il y a des maladies qui sont soignées spécifiquement avec des bactériophages. Si malheureusement un jour vous avez une gangrène gazeuse ou parce que vous avez été infecté par un staphylocoque doré, eh bien il faut savoir que aujourd'hui certains antibiotiques ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus de par ces multirésistances, parce que ces bactéries ont acquis des multirésistances. Et aujourd'hui, eh bien, on peut trouver des instituts en Géorgie, donc dans ex-URSS, qui vont vous délivrer des cocktails de phages et qui vont effectivement pouvoir vous soigner votre staphylocoque, et c'est sûrement un des rares et des seuls moyens. L'Occident a souvent été réticent par rapport à cette technologie, à cette médecine, mais on y vient et on commence à obtenir des autorisations, et je vous fais le pari ici que la thérapie phagique va exploser dans les années à venir. Alors les grandes inconnues portant sur les virus marins, elles sont multiples. Comme on l'a dit, c'est une science qui est relativement jeune, 25-30 ans, l'écologie virale. Donc à l'échelle des sciences, c'est quand même très très court. Pourtant, on a vu vraiment une quantité exponentielle de publications et de citations au cours des dernières années. Et chaque jour, on découvre des nouvelles choses. Alors parmi ces grandes inconnues, on pourrait citer différents aspects. D'abord peut-être la diversité, dont on a dit quelques mots précédemment, qu'on a évoqué. En disant qu'à chaque fois qu'on va dans un écosystème ou dans un endroit nouveau et qu'on regarde
effectivement les séquences qui sont associées à ces virus, on découvre que 60 à 90% sont inconnues des bases de données, et donc derrière se cache une diversité insoupçonnée, inexplorée, à découvrir. Tara Océan l'a montré, mais aussi d'autres expéditions, d'autres études, et donc il y a plein d'environnements encore probablement à découvrir et à examiner pour découvrir encore une fois une nouvelle diversité, et puis essayer de mettre des noms là-dessus, c'est-à-dire que découvrir qu'il y a une grande diversité, c'est une chose. Après, ce qui est important, c'est savoir pourquoi il y a ces virus, qu'est-ce qu'ils font, qui ils infectent, comment ils interviennent dans le fonctionnement de l'écosystème. Donc en fait, derrière cette question de diversité, il y en a plein d'autres, évidemment, qui sont très importantes, qui vont jusqu'au grand fonctionnement, les cycles biogéochimiques, comment ils interviennent là-dedans. Donc ça, c'est un premier point qui me semble important, c'est cette notion de tout ce qui va être rattaché à cette diversité, pour avoir une meilleure idée après du fonctionnement, de leur utilité, entre guillemets, dans l'écosystème. Parmi les grandes inconnues, on peut peut-être aussi citer en lien avec cette diversité certains compartiments qui ont été relativement peu ou pas examinés. Les 30 dernières années, on a surtout focalisé notre intérêt et notre attention sur des virus qui infectent des bactéries ou du phytoplancton. Les bactéries parce que c'est la biomasse cellulaire la plus importante, c'est on va dire les organismes qui sont les plus représentatifs à l'échelle cellulaire dans les océans. Et puis derrière, il y a les protistes, notamment représentés par le phytoplancton. Et ceux-là, ils sont intéressants parce que potentiellement, ils interviennent dans la biomasse, dans la production océanique, sur les phénomènes de respiration de l'océan, ou parce qu'ils créent des efflorescences et que c'est intéressant de savoir comment ils sont régulés, par qui, comment, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est spécifiquement intéressé au virus. Mais à côté de ça, il y a le troisième domaine de la vie qu'on a évoqué tout à l'heure, celui des archées. Et là, on sait très peu de choses sur les interactions entre les archées et les virus. La diversité des archées au virus est relativement peu connue, quelques dizaines qui ont été caractérisées à ce jour, souvent dans des milieux un peu extrêmes, mais on sait maintenant que les archées, elles sont partout, et on sait qu'elles sont aussi potentiellement abondantes, qu'elles jouent un rôle très important dans le fonctionnement de l'écosystème, notamment dans le cycle de l'azote par exemple. Et donc là, on a tout un pan aussi de recherche que l'on peut imaginer sur ces interactions, sur la diversité de ces archéovirus, et les interactions avec leurs compartiments hôtes préférentiels. Parmi les choses aussi potentiellement intéressantes, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est cette notion d'utilisation potentielle des virus dans les écosystèmes. On peut imaginer que dans certains cas particuliers, plutôt que, et je pense notamment à l'aquaculture, puisque c'est quelque chose quand même qui devient aujourd'hui de plus en plus important, on regarde la mondialisation, de la démographie croissante à l'échelle globale, et le fait qu'on produit de plus en plus de coquillages, de plus en plus de poissons, et qu'on est assujetti de par ce fait à de plus en plus de maladies associées à ces cultures à la fois terrestres ou en milieu marin, à des agents qui vont être potentiellement pathogènes, et notamment des bactéries qui veulent avoir créer des maladies chez ces poissons. Et bien peut-être qu'utiliser des virus, donc une thérapie phagique ciblée, qui ne va pas utiliser d'antibiotiques, qui ont un spectre beaucoup plus large, c'est peut-être aussi quelque chose qui dans l'avenir va se développer. En tout cas, on l'évoque de plus en plus, on en parle de plus en plus, encore une fois avec des questions qui sont liées aussi bien à l'aspect écologique, économique qu'éthique, bien sûr. Mais voilà, là aussi, je pense que c'est un pan qui risque de se développer dans les années à venir, au même titre que cette diversité fonctionnelle qui reste encore à découvrir, que l'inclusion de ces virus dans les grands modèles biogéochimiques, que la découverte de nouveaux virus, notamment associés à ce compartiment des archées qu'on évoquait tout à l'heure.